Donc, bonjour à tous. Ce que je voulais vous dire en introduction, c'était de vous expliquer comment fonctionnait notre cabinet. Notre cabinet, c'est un cabinet qui est exclusivement dédié à l'accompagnement des professionnels libéraux et notamment des avocats. Donc, vous me direz après dans le chat si vous êtes plutôt avocat ou plutôt une autre profession du droit, parce que c'est vrai on a plus de professions du droit comme clients. Et là, ce qu'on voulait vous partager pendant ce petit webinaire de 20 minutes, c'était comment aligner son business développement avec l'organisation de son cabinet ou de son étude. Alors, nous, ce qui est important pour nous, c'est que vous compreniez que le lien business et la structuration de votre activité ne sont pas deux choses qui sont totalement décorrélées. Et, et on a l'habitude de faire ces webinaires une fois par mois qui reprennent le thème de ce qu'on s'est dit pendant tout le mois. Et donc, on partage beaucoup sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn. Et à la fin du mois, on fait ce petit webinaire avec un point, on va dire, un peu théorique pendant 20 minutes et ensuite un point pratique, puisque pendant 20 minutes après, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. Alors là, aujourd'hui, c'est de vous sensibiliser, je vous ai dit, sur les conséquences de ce que ça veut dire d'aligner son business développement avec l'organisation de son cabinet. Nous, ce sur quoi on part, en règle générale, quand on vous reçoit chez nous, c'est de vous dire pourquoi est-ce que vous décidez de vous associer. Mais avant le pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous associer, vous avez décidé de vous associer au cours de quel projet. Alors après, les termes, d'autres que moi le préciseront beaucoup mieux. Les termes, à mon sens, à mon niveau, sur le plan juridique, ils importent peu. La mission, le projet, votre identité, vous appelez ça comme vous voulez. Mais globalement, l'idée, c'est de se dire qu'à un moment donné, vous avez décidé de vous réunir autour d'un socle qui, à notre sens, est le socle, les fondations sur lesquelles vous allez bâtir votre entreprise. Alors, pour nous, ce qui est l'idéal, c'est d'avoir des associés qui se réunissent autour, je vous ai dit, d'une mission. Et donc, ce qu'on a remarqué, c'est que c'était important de ne pas avoir juste une mission qui n'a pas été précisée et qui n'a pas été réfléchie. Ce que je vous dis, ce n'est pas nécessairement pour avoir un slogan sur son site Internet, parce qu'en fait, ça c'est c'est intéressant pour votre communication, mais nous, à notre niveau, ça ne change rien. Mais en revanche, d'avoir travaillé vraiment en profondeur sur ce que vous souhaitiez proposer, à qui vous souhaitiez le proposer et comment vous souhaitiez le proposer, ça, pour nous, c'est essentiel parce que, et c'est ce qu'on va vous expliquer après, ça a une vraie corrélation avec la structuration que vous allez décider d'avoir. Donc, ce qu'on vous donne là, c'est de vous dire, voilà, comment vous pourriez procéder si vous n'aviez aucune idée de comment construire, bâtir votre mission, comment la formuler. Vous pourriez décider d'utiliser ces moyens-là. Et donc, disons que la mission, idéalement, elle ferait ressortir les activités de votre étude ou de votre cabinet, avec idéalement peut-être des zones géographiques si c'est important, et les produits ou les services qu'elle offre. Elle soulignerait aussi les avantages, les valeurs que le client a en passant par vous et pas par quelqu'un d'autre, donc ce qui la distingue des autres structures. Vous pourriez mentionner les réalisations auxquelles vous aspirez, c'est-à-dire, disons, dans plus, ça ne sert à rien de dire dans 20 ans, dans 10 ans. Moi, je trouve qu'avoir une vision à 5 ans, c'est déjà super. À quoi vous voudriez ressembler et qu'est-ce que vous voudriez faire? Et ensuite, l'idéal, évidemment, c'est de le transmettre, c'est-à-dire de le dire d'une façon claire, concise, et intéressante. Bon, ça, c'est le must. Mais disons que dans un premier temps, essayez de bâtir votre mission de cette façon-là. Alors, c'est un peu théorique, mais ça permet quand même d'avoir des petites cases à cocher et d'être bien sûr que vous vous êtes mis d'accord sur les principes qui vous ont réunis. Alors, encore une fois, on parle de valeurs, on parle de culture. Nous, ce qui est important pour nous, c'est que vous puissiez prendre en compte, parce que, encore une fois, vous avez des coachs et on a la chance d'avoir Mickaël aujourd'hui, il se présentera s'il veut. Mais nous, notre propos, ce n'est pas de vous dire on va devenir des coachs de développement de votre activité. Ce qu'on vous dit là aujourd'hui, c'est si vous avez formulé les principes, les socles fondateurs sur lesquels votre cabinet va être assis,
dans la structuration que vous allez avoir et dans votre pacte, c'est fondamental. Et donc, ce qui est important quand on donne des valeurs, c'est qu'elles soient vécues. Essayez de vous dire à chaque fois que vous allez énoncer une valeur parce que votre agence de com vous a dit il faut mettre des valeurs sur votre site internet, et essayez de vous dire cette valeur-là, il faut qu'elle soit vécue par mes associés, donc dans une relation entre mes associés, il faut qu'elle soit vécue par mes collaborateurs et il faut qu'elle soit vécue par mes clients. Je vous donne un exemple d'une valeur qui est souvent transmise dans les cabinets d'avocats, qui est celle de la transparence. La transparence, c'est quelque chose qui, globalement, est très, très souvent repris comme valeur au sein des sites internet, sur les sites internet de confrères. Et malheureusement, dans nombre de ces sites, si vous allez voir un collaborateur de ces cabinets et que vous lui dites est-ce que tu peux me dire combien ton patron gagne ou combien ton N+2 gagne ou combien la personne à côté de toi gagne, elle ne va pas être capable de vous dire. Le même collaborateur, vous lui demandez comment est-ce qu'on passe associé ou comment on passe senior, c'est quoi les critères, c'est quoi le parcours d'association. La plupart du temps, il ne va pas non plus savoir vous dire. Ensuite, vous allez voir les jeunes associés, ceux qui viennent d'être associés, et vous leur demandez dans quelle mesure ils ont été informés de la situation financière de la société. Est-ce qu'on les a briefés? Est-ce qu'on leur a donné les positions stratégiques? Est-ce qu'on leur a déroulé un plan stratégique? Et est-ce qu'on leur a dit clairement comment est-ce que ça allait s'organiser et quel serait leur rôle dans cette nouvelle association? La plupart du temps non plus, ils ne sauront pas vous répondre. Et dernière chose, vous irez voir les clients de ce même cabinet d'avocats ou de ce groupe de cabinets d'avocats et vous allez leur demander est-ce qu'ils ont une prévisibilité importante des honoraires dont ils ont été facturés ou qu'ils seront amenés et dont ils seront amenés à être facturés à l'avenir. Et la plupart du temps, ces gens-là non plus ne sont pas capables de vous dire dans quelle mesure et d'avoir une vision assez précise, parce que globale, ok, mais assez précise en fait, de ces honoraires, ils ne pourront pas non plus vous préciser. Donc, tout ça pour dire que est-ce que ce cabinet d'avocats type là, je peux dire que la transparence, c'est une de ses valeurs fortes. Il faudra qu'il me le démontre autrement parce que globalement, ça paraît compliqué. Et donc, c'est cet exercice-là qu'il faudrait que vous fassiez à chaque fois que vous énoncez une valeur, ou une valeur, un principe. Enfin, encore une fois, les mots importent peu, que vous allez formuler. Alors, je vous ai mis une petite image du slip français parce que c'est une marque, je trouve, qui est forte et dont les valeurs sont fortes. Et si ça vous intéresse, sur le plan marketing et de la structuration, c'est vraiment quelque chose dont il est vrai que cette culture d'entreprise est vécue par un certain nombre par l'ensemble des entités qui composent cette société. Alors, quand vous vous regroupez, moi, j'aime bien que vous puissiez vous poser ces questions-là. Alors, quelle est la mission, donc encore une fois, les valeurs de mon étude ou de mon cabinet? Ça, c'est la première question à laquelle vous devez répondre. La deuxième, c'est dans quelle mesure l'association que vous allez faire, les gens avec lesquels vous allez vous associer, elle est conforme avec ce que vous aviez décidé d'avoir. Donc, vous voyez bien les deux situations dans lesquelles ça se pose. C'est en tant que groupe d'associés, je recrute quelqu'un de nouveau. Dans quelle mesure cette nouvelle compétence que je vais apporter, que je vais intégrer à mon cabinet, va être conforme avec la mission globale qu'on s'est dit tous collectivement. Et dans une autre hypothèse, c'est on se met tous les deux ou tous les trois, on est au début de notre association, vous avez tous, chacun d'entre nous, quand on commence à s'associer, on a une idée de ce que notre cabinet devrait être. Et l'idée, ce n'est pas de renoncer à cette idée. L'idée, c'est d'avoir des gens qui sont en cohérence avec les choses profondes que vous vous étiez dites. Ça veut parfois dire ne pas rentrer dans un projet. Et c'est ça le truc le plus difficile à faire. Et c'est la raison pour laquelle nous, ce qu'on conseille, mais c'est la même chose que tous les entrepreneurs vous conseilleront, c'est quand tu as une idée et donc tu vas la développer
une association, donc que tu vas travailler avec quelqu'un sur les fondements de cette association, tu rentres tout de suite dans des choses concrètes et dans les fondements même de cette association pour que si finalement ça ne colle pas, on s'en rende compte très rapidement. Et donc, c'est pour ça que cette grille, donc qui vaut ce qu'elle vaut, mais cette grille, ce cheminement-là, il est important. C'est parce qu'une fois que vous aurez réfléchi à ce que vous souhaitez, c'est plus facile d'avoir quelqu'un qui s'adapte à ce que vous avez décidé de structurer. Et ensuite, c'est important de se dire à quoi, idéalement, mon cabinet, mon étude devra ressembler. Parce qu'en fait, encore une fois, on a tous, vous avez, mais j'ai eu aussi, et j'ai toujours, des aspirations profondes de ce à quoi je souhaiterais que mon cabinet ressemble. Je ne sais pas pourquoi ça fait comme ça, peu importe. Alors ensuite, vous devez définir par rapport à vous et par rapport à vos clients. Donc, par rapport à vous, définir sa mission, c'est quoi? C'est se mettre d'accord sur ce qui fait que je suis différent des autres. Alors ça, c'est essentiel parce que ce qui fait que je suis différent des autres, potentiellement, peut ne pas être la même chose d'un associé à un autre. Or, ça, c'est ce sur quoi vous devez vous mettre d'accord, votre différence. Parce que autant les valeurs communes réunissent, autant la raison qui fait notre singularité peut aussi être quelque chose qui réunit profondément. Et enfin, vous allez vous demander vis-à-vis de vos clients, définir sa mission, ça veut dire quoi? Ça veut dire se mettre d'accord sur le marché qu'on va cibler. Sur qui on va investir? Qui est-ce qu'on veut toucher? Et ça aussi, encore une fois, c'est essentiel parce que alors je vais vous donner un exemple très large et très vague. Disons que pour un associé en droit du travail, ne pas être d'accord sur si on va être côté entreprise ou côté salarié, là, on a un problème. Donc, évidemment, c'est jamais aussi segmenté. C'est parfois plutôt plus ténu, mais dire que je vais faire, quand je vois des cabinets d'avocats dans lesquels on dit on travaille pour les TPE, PME et TI, en fait, les PME, les TPE et les ETI, ils n'ont pas les mêmes besoins. Donc, on ne peut pas servir tout un marché. Vous pouvez, dans votre liste de clients, dans la vraie vie, vous pouvez servir ce marché-là. Mais dans la façon dont vous allez le communiquer et la raison pour laquelle vous vous êtes associé, vous n'allez pas pouvoir avoir un spectre aussi large. Pareil, essentiel aussi, c'est d'adapter sa gouvernance. Qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez que votre cabinet soit gouverné? Qui doit être mandataire social? Combien vous en voulez de mandataires sociaux? Et surtout, vous allez définir quelque chose qui chez nous, c'est quelque chose qu'on fait systématiquement, c'est définir ce qu'on appelle les décisions importantes. Donc, vous mettez un grand D, vous mettez un grand I et vous listez. Vous listez toutes les décisions qui vous semblent être quelque chose d'important et sur lesquelles l'ensemble des associés doivent se mettre d'accord. Donc, encore une fois, vous pouvez avoir des gradations. En fait, l'idée, ce n'est pas de scléroser un cabinet et de faire que sans l'unanimité, il n'y a rien qui se passe. L'idée, c'est de dire, il y a des choses qui nous semblent des choses fondamentales dans notre association. Il y en a qui le sont moins. Il y en a sur lesquelles on considère qu'il faut qu'on soit tous d'accord. Il y en a sur lesquelles on considère qu'il faut qu'il y ait une majorité qui soit d'accord. Il y en a sur lesquelles on peut se dire qu'il y a une grande latitude jusqu'à un certain montant, parce que c'est ça aussi sur lesquelles on peut se mettre d'accord. C'est qu'on peut se dire, les dépenses, on n'a pas besoin de se poser la question sur des dépenses jusqu'à 5 000 euros. En revanche, au-delà d'un budget de 5 000 euros, il faut que les 2/3 des associés soient d'accord. Et ensuite, ce qui est hyper important, c'est d'organiser le partage d'informations. Alors, je vous dis ça parce que pour moi, c'est vraiment un truc qui est essentiel. Gouverner un cabinet d'avocats, ça n'est pas un truc, ce n'est pas un pis-aller. C'est essentiel. Alors, la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que pour ceux qui sont déjà structurés ou qui le seront demain, vous allez vous retrouver avec des associés qui prennent un peu ça en main. Et ces mêmes associés, ils vont envoyer des mails, genre lundi matin ou à la suite de la réunion d'associés, ils vont envoyer un mail dans lequel il n'y a personne qui va répondre. Et ça, c'est un vrai sujet parce que, en fait, la culture que vous instillez à partir du moment où vous dites « je ne te réponds pas »,
Ou alors, vous avez peut-être connu, ou vous connaissez peut-être, les petites blagues de réunion d'associés en disant « Ah, c'est encore le mail de machin, franchement, on dirait qu'il a que ça à faire. » ou Oh putain, il a encore envoyé un mail à 23h10. Enfin, vous voyez, les trucs comme ça, en fait, ça instille une culture dans laquelle on dit gouverner, ça n'a aucun intérêt. Gouverner, c'est pour les gens qui n'ont rien à faire. Et en fait, la stratégie, c'est pas un truc de collectif. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment délétère. Alors ensuite, il faut que vous, dans cette association sur laquelle vous allez réfléchir, vous allez vous poser la question de comment est-ce que vous allez décider d'associer des nouveaux associés. Est-ce que vous allez faire un règlement ou un pacte, ou est-ce que vous allez faire les deux? Alors, pour ceux qui se posent la question, c'est quoi la différence entre un règlement et un pacte? Un règlement intérieur, c'est généralement quelque chose qui gère le quotidien. Un pacte d'associés, c'est le quotidien au sein de la société. Un pacte d'associés, généralement, c'est quelque chose qui gère les relations entre les associés. Alors maintenant qu'on a dit ça, il arrive très souvent que dans les cabinets libéraux, il y ait un flou artistique entretenu entre la différence entre ce qu'on va mettre dans le pacte d'associés et ce qu'on va mettre dans le règlement intérieur. Ce qui est important que vous ayez en tête, c'est la philosophie des deux. En règle générale, il est certain qu'un règlement intérieur, il est certain qu'un pacte d'associés, ne peut être modifié qu'à l'unanimité des gens qui l'ont signé. Sinon, il n'est pas re-signé et donc il n'est pas modifié. Un règlement intérieur, en règle générale, se modifie avec une majorité, c'est-à-dire via une assemblée générale. Donc, ça change tout en termes de psychologie, en termes de ce qu'on souhaite apporter. Ensuite, comment est-ce que vous allez recruter un nouvel associé? Sur quelle base? Est-ce qu'il faut définir un profil? Oui, 100 fois oui. Est-ce que vous devez recruter en interne? Si vous ne devez pas recruter en interne, est-ce qu'il faut des prix de droits sociaux différents? Parce que la problématique de celui qui recrute en interne, c'est j'ai l'impression de racheter mon propre travail. Est-ce que je fais des parts ou des actions dont le prix est dérisoire parce que je décide de dépatrimonialiser? Enfin, c'est autant de questions qu'il faut absolument adresser. Et encore une fois, la façon dont vous allez le structurer au démarrage va donner une coloration à votre cabinet. Et en fait, ce que je souhaitais adresser dans ce petit webinaire, c'est d'essayer de vous forcer à faire l'inverse. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez demain? C'est quoi votre cabinet idéal? C'est quoi le projet que vous avez décidé? C'est quoi vos principes? Et ensuite, vous allez adapter une gouvernance. Parce qu'il n'y a rien de pire, je vous ai donné l'image de la transparence, il n'y a rien de pire que quelque chose où on se dit, en fait, les principes sont complètement hors sol par rapport à la vraie culture du cabinet au day-to-day. Parce qu'en fait, le fait de se donner des principes, c'est que ce qui est important, c'est que le jour où vous allez avoir un problème, le jour où vous allez vous poser la question, le jour où il y aura un conflit entre associés, vous allez avoir une structure de valeurs et de principes qui vont faire office de référentiel pour guider un certain nombre de choix, par exemple stratégiques. Alors, parmi les dernières choses qu'on souhaitait vous dire, c'était de vous dire, attention, il faudrait que vous vous posiez la question de comment on envisage la sortie des associés. Et c'est souvent corrélé avec l'entrée des associés. Alors, est-ce qu'il faut faire une clause de non-sollicitation de non-concurrence? J'attire l'attention des avocats sur ce sujet-là. On est quand même des libéraux, donc ce type de clause-là, il faut qu'elle soit vraiment très encadrée et elle se comprend et elle s'envisage dans un certain nombre de cas, notamment en cas de cession de clientèle. S'il n'y a pas eu de cession de clientèle, ça devient quand même des choses qui sont difficiles à mettre en place ou en tous les cas à faire appliquer. Ensuite, vous pouvez avoir des principes de garantie d'actifs passifs. S'il y en a un qui fait un trou dans la boîte parce qu'il s'est servi, est-ce que je pourrais aller le chercher demain? Et est-ce qu'il faut prévoir des clauses d'exclusion? Ensuite, ce que vous allez organiser, et encore une fois, ça aussi, c'est très structurant, c'est très en relation avec la mission où vous êtes fixé,
c'est comment est-ce qu'on va organiser la rémunération des associés? Quel organe? Comment on fixe? Sur quelle base? Est-ce qu'on récompense la performance? Est-ce qu'on distingue entre les sites? Alors, c'est souvent le cas dans les études de notaire ou d'huissier. Est-ce qu'il y a un fixe pour tout le monde? Est-ce qu'on calcule en fonction d'une performance globale ou est-ce qu'on fait une rentabilité donc par site pour les huissiers et les notaires, mais très souvent par département pour les avocats? Est-ce qu'il faut que chacun paye ses charges? Je vous explique. Est-ce que l'URSSAF est payé par le cabinet ou est-ce qu'il est payé, ou est-ce que les rémunérations qui sont versées sont des rémunérations qui sont brutes? Ensuite, comment est-ce qu'on organise la solidarité? Est-ce qu'on souscrit des primes d'assurance? Quelles assurances on fait? Est-ce qu'on fait des assurances sommes-clés? Est-ce qu'on fait des assurances décès? Ça, c'est des choses qui sont, encore une fois, organiser la solidarité, c'est tout aussi essentiel. Alors, on a un podcast, pour ceux qui ne connaissent pas, on a un podcast qui s'appelle Avocat Génération Entrepreneur, dans lequel on a interviewé un certain nombre de cabinets, parce que notre objectif dans ce podcast, c'est de vous donner de l'inspiration, de vous inspirer et de vous permettre de se poser la question de qu'est-ce que je vais faire demain. On est souvent assez seul. Alors, si on veut avoir de l'inspiration, on peut lire plein de bouquins et d'entrepreneuriat général, on peut écouter plein de podcasts d'entrepreneuriat général. La seule difficulté, c'est que très souvent, on est toujours un peu heurté par… on se confronte au fait qu'on a une déontologie et un métier qui est quand même particulier. Et du coup, ce que je me dis, c'est que ce qui est important, c'est que vous puissiez avoir de l'inspiration sur les sujets qui sont ceux-là, les sujets d'innovation, mais aussi de déontologie. Et c'est la raison pour laquelle on a fait ce podcast. Et donc, dans ce podcast, on a interviewé un certain nombre de cabinets qui avaient profondément changé leur business model. Alors là, j'en ai repris un certain nombre, mais c'était pour vous expliquer ce à quoi il faut réfléchir en fonction des différents business models. Alors, on en a un qui est vraiment très connu dans le milieu des avocats qui s'appelle le cabinet Boll. C'est un cabinet qui organise, qui fait des abonnements tout compris pour ses clients. En termes de structuration, alors, ça pourrait se comparer aussi dans une étude de notaire ou dans une étude d'huissier. Il y a des départements qui sont moins rentables que d'autres. Donc, essayez de prendre de la hauteur. Je vous ai mis le cabinet Boll parce que ça m'amusait, mais essayez de prendre un peu de hauteur et de vous dire, OK, je suis dans un cabinet dans lequel la proposition de valeur, c'est de faire un tout en un. Ou alors, je suis dans un… Donc, tout en un, ça veut dire que tous mes départements sont d'égale importance puisque ma proposition, c'est le tout en un. Je suis dans une étude d'huissier, je suis dans une étude de notaire, j'ai des départements qui marchent moins bien que d'autres, mais c'est des départements qui sont essentiels parce qu'ils sont au centre de notre mission. Ils sont au centre de notre mission en tant que délégataire de la puissance publique. Typiquement, les actes courants dans les cabinets de notaires, souvent, ce n'est pas nécessairement les départements les plus rentables. Mais en revanche, ils sont au cœur de ce que c'est que la mission de notaire. Si je dis, par exemple chez Boll, si je dis dans d'autres organisations, typiquement de celle-ci, si je dis je vais faire une rémunération des associés qu'en fonction de la rentabilité de leur département, ben vous voyez que j'ai un problème. Parce qu'en fait, je vais avoir des gens qui vont se considérer comme étant des associés de seconde zone ou des associés qui sont moins bien payés ou je vais instaurer une sorte de hiérarchie entre mes associés à partir de la rémunération. Et si je ne fais qu'en fonction d'eux, je vais avoir des associés qui vont se sentir moins impliqués potentiellement. Et du coup, la mission que je me serais donnée, c'est-à-dire de servir mon client sur l'ensemble des pans de son activité, je vais avoir un problème. Donc, ça ne marche pas. Donc, il faut réfléchir à quelque chose d'autre. Petit litige. Donc, c'est un cabinet d'avocats qui est spécialisé sur les retards d'avion et donc
le ticket moyen, je pense, de son dossier est autour de 100 euros. Quand vous avez des choses comme ça, qui sont donc structurantes, c'est-à-dire que je me suis structurée autour d'une proposition de valeur qui est je vais gérer les petits litiges du quotidien. Donc, ça veut dire que typiquement, dans ce type d'association, il va falloir que j'ai très clair à l'esprit des associés que la technologie va être essentielle. La technologie va être essentielle. Et donc, je vais avoir de l'argent potentiellement qui va être dépensé sur ça. Donc, il faut que tout le monde soit d'accord autour de ça. Autour d'une techno, même chose, Data Legal Drive. Donc, c'est une application RGPD qui a été fondée par un monsieur qui s'appelle Sylvain Staub, et qui est avocat. Alors, je ne sais pas s'il est toujours, en tous les cas, il était chez DS, avocat. Donc là encore, c'était de partir des besoins de ses clients en RGPD et de fonder un cabinet qui était autour de quelque chose qui était de la technologie. Autour d'une compétence. Dornano & Co, je vous invite à écouter cet épisode. Il est hyper intéressant parce que l'objectif, la mission de ce cabinet, c'est de faire de la due diligence et essentiellement de la due diligence. Donc, elle a structuré l'intégralité de son offre autour de ça. Et donc, pareil, au sein de son cabinet, elle avait besoin d'avoir un certain nombre de compétences qui, donc, du coup, ne peuvent pas être dégradées en fonction de la matière sur laquelle on travaille, puisque je vais servir mon client sur des due diligence dont je considère qu'elles doivent être vastes, enfin qu'elles doivent reprendre toutes les problématiques de l'entreprise. En interpro, c'est un cabinet qui s'appelle Operandi, qui a décidé, c'est un cabinet de droit des affaires, de fusion-acquisition, qui s'est associé avec un cabinet de stratégie, parce que ce dont ils se sont rendus compte, c'est que la plupart des avocats en droit des affaires disent « je fais de la stratégie pour mes clients », mais en fait, la stratégie de boîte, c'est un vrai métier, et ce n'est pas simplement le métier d'avocat. Et donc, ils se sont associés avec des consultants, des anciens de chez Bain, pour offrir une vraie stratégie de développement à leurs clients. Et donc là, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait une offre de service intégrée? Voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on qu'on arrête l'enregistrement. Je vous remercie à ceux qui ont suivi et ensuite qu'on puisse passer aux questions si vous en avez.